Depuis que Fidel Castro, dans un discours prononcé en septembre, a mis les États-Unis en demeure d'accueillir officiellement tous les Cubains contre-révolutionnaires désirant quitter leur pays, une porte s'est entrouverte dans le blocus dressé par les Américains. Pour la première fois depuis 4 ans, des bateaux battant pavillons cubains et américains font la navette entre la Floride et ce port de Matanzas. Pour la première fois depuis 1962, des fonctionnaires américains de l'immigration, en l'occurrence, peuvent ainsi poser le pied sur territoire cubain. Au cœur des négociations pour l'évacuation des réfugiés, un diplomate s'est alors imposé, l'ambassadeur suisse à La Havane. Mais tous les Cubains qui désirent partir, peuvent-ils partir? En principe, oui. Il y a 2 ou on peut dire 3 exceptions. Il y a le cas de techniciens ou de médecins qui peut-être ne peuvent pas partir tout de suite, seulement quand leur successeur est prêt pour prendre la tâche de celui qui part. Mais là, il s'agira d'1 an, d'1 an et demi, alors il faut attendre un peu. Il y a le cas des jeunes hommes en âge militaire qui doivent d'abord faire le service militaire obligatoire, mais une fois fait ce service militaire obligatoire qui dure 3 ans ici, ils peuvent aussi partir. Et il y a le cas des prisonniers politiques qui sont en prison. Alors là, théoriquement, ils peuvent partir aussi pratiquement après avoir purgé la peine ou après avoir mis en liberté provisoire ou peut-être en liberté définitive sur la base d'une amnistie. Mais naturellement, c'est le gouvernement cubain qui doit décider d'une manière unilatérale s'il veut procéder à une amnistie partielle ou totale. Ce problème n'était pas objet des négociations. Mais avant de pouvoir partir, il y a d'abord pour les réfugiés l'épreuve de l'attente. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, davantage encore, dans ces maisons locatives que le régime a construites pour les congés payés sur une plage chic. De leur ennui ou de leur angoisse, ceux que les castristes appellent des gusanos, des vers de terre, ne sont distraits que par les fausses nouvelles. Avant de pouvoir partir, il y a aussi l'épreuve de la fouille. Si Fidel Castro ne cherche pas à retenir ses adversaires, ceux-ci savent qu'ils doivent payer leur départ de tous leurs biens. Maisons, appartements, mobilier, voitures, comptes en banque, ils laissent tout derrière eux et tout revient de droit au gouvernement. Ils n'ont pas la possibilité d'emporter le moindre centime. 20 kilos par personne d'habits usagés, voilà ce que contiennent ces valises. Ce traitement paraît inhumain. Comme paraît inhumaine la fouille physique à laquelle certains sont soumis et que, pour des raisons évidentes, nous n'avons pu filmer. Mais le gouvernement répond qu'il se montrerait plus généreux si Washington acceptait d'assouplir les règles qui creusent un fossé entre les Cubains de Cuba et ceux des États-Unis. Et vous êtes ici avec toute votre famille? Avec ma mère et mon père. Et vous avez de la famille aux États-Unis? Oui, j'ai à les États-Unis, j'ai mon frère, ma sœur, que mon beau-frère est venu ici pour nous chercher. Et il y a longtemps que votre frère et votre sœur sont aux États-Unis? Un moment. ¿Qué tiempo hace que 5 ans. 5 ans. Et pourquoi est-ce qu'ils avaient quitté Cuba, votre frère et votre sœur? Parce que ma famille ne plaît ce système de gouvernement. Le système politique? Oui. Et votre famille maintenant quitte Cuba, pourquoi? Parce qu'elle n'aime pas le système politique? Oui, par le système politique. Mais en quoi est-ce que le système politique vous gêne? Avec le communisme, c'est bien. Et vous n'êtes pas heureux avec les communistes? Non.
Je quitte Cuba parce que je ne suis pas communiste et que je désire voir si je ne pourrais pas mieux vivre dans un autre pays, n'importe où. Quand enfin survient le moment du départ, les réfugiés sont amenés dans un local du port pour les ultimes formalités. Les premiers contre-révolutionnaires qui, dans les années 59-60, quittèrent Cuba, partaient avec la ferme conviction que le jour du retour était proche. Ils appartenaient à la meilleure des sociétés. Ces hommes, ces femmes, ces enfants, qui tour à tour défilent maintenant devant les fonctionnaires cubains, américains et suisses, sont de milieux petits bourgeois. Ils ne se font guère d'illusions sur la possibilité de revoir leur pays. Quelle que soit la nationalité des réfugiés, on les reconnaît tous à un certain air misérable. Mais Cuba se distingue en ceci que, spectaculairement, elle distribue pour le voyage à ceux qui la fuient des sandwichs, des jus de fruits et des pilules contre le mal de mer. Non, ces gens ne sont pas au bout de leur peine. J'aimerais demander à madame pourquoi elle quitte Cuba. El compañero de la televisión suiza quiere preguntarle por qué usted se va de Cuba. Bueno, porque tengo familiares allá. Parce qu'elle a de la famille aux États-Unis. Est-ce qu'elle est contente de quitter Cuba? ¿Y usted está contenta de irse? Bueno, yo tengo deseo de ver a mi familia. Elle se réjouit de voir sa famille. Sa famille, c'est son mari? Su familia es su marido, un hermano. No, hermanas y cuñadas y tías. Des sœurs, des tantes, des belles-sœurs. Et son mari, reste cubain? ¿Y usted está casada? Tiene su marido aquí en Cuba. ¿Y él se queda? Bueno, él se queda, pero yo espero que pronto se vaya. Oui, son mari reste à Cuba, mais elle espère qu'il viendra pour l'autre rejoindre. J'aimerais vous demander pourquoi vous quittez Cuba. El señor quiere preguntarle por qué usted se va de Cuba. Bueno, porque tengo familias en el norte, entonces deseo verlas, reunirme con ellas. Parce qu'elle a de la famille aux États-Unis, elle veut se réunir avec elle. Qu'est-ce qu'elle appelle sa famille? Su familia, ¿cuál hermano? Bueno, la familia toda de mi esposo. Ah, toute la famille de son mari. Et son mari? Sí. Su marido también. Sí, mi esposo va con mis hijos también. Oui, son mari est déjà aux États-Unis. J'aimerais demander à monsieur pourquoi il quitte Cuba. Él quiere saber por qué usted se va de Cuba. Bueno, porque tengo mis hijas allá y, Il a ses filles aux y États-Unis. tengo necesidad de irme porque me encuentro mal y entonces allí yo puedo resolver mi problema con Il mis est en hijas. mauvaise santé aussi, elle pense que ça sera plus facile de se soigner aux États-Unis qu'ici. Dans le bus qui relie le local des formalités au port, une famille entière. Sœurs, grand-père, grand-mère, enfants, épouse. Le mari est resté car médecin, il doit respecter un délai d'attente d'une année au minimum. Mais alors pourquoi est-ce que vous quittez Cuba? Pour les enfants, je ne veux pas qu'ils s'éduquent Qu'ils deviennent... ici. Parce que vous trouvez que l'éducation maintenant à Cuba n'est pas bonne? Non, ce n'est pas qu'il n'est pas bon, mais je ne compare les idées de cette éducation. Je préfère s'il veut devenir communiste après, il n'importe pas. Mais je veux qu'ils ont une opportunité. Une occasion, oui, de choisir. Exactement. Ils sont 350 000 à avoir déjà quitté Cuba. Ils sont 100 000 qui veulent profiter de l'accord conclu cet automne. Il faudra 2 ans pour que tarisse cette hémorragie humaine. Ils partent convaincus que le paradis à 150 km de là les attend. Certes, la vie à Cuba est difficile.
Le blocus américain a affaibli l'économie du pays. Les machines importées des États-Unis s'usent sans qu'elles puissent être réparées ni même entretenues. Partout, on fait la chasse aux pièces de rechange. Voilà ce qu'est le cannibalisme des automobiles. Les voitures et les tracteurs ne peuvent être réparés qu'aux dépens d'autres voitures, d'autres tracteurs. Partout, la panne, tout se dégrade. Mais comment expliquer que dans ce pays qui produit du café, les cafétérias souvent ferment faute de breuvage? Les vêtements ne peuvent s'acheter librement et si la vente de certains souliers est libre, leur médiocre qualité fait murmurer les Cubains. Pour Noël, tout proche, des jouets sont apparus dans les vitrines, mais ils ne seront mis en vente que plus tard au compte-gouttes. Et encore faudra-t-il attester de sa puissance paternelle pour se procurer le moindre nounours. Cependant, les files qui s'allongent devant les magasins attirent l'attention sur les difficultés du ravitaillement. La carte de rationnement est rigoureuse. 6 livres de riz par mois, 4 œufs, pas de lait frais en principe. Si on trouve des pruneaux secs bulgares, il n'y a en revanche pas de poulet pour les adultes, sauf au marché noir. Est-ce à dire que la vie autrefois était plus agréable? Tout le monde était plus gai. Maintenant, on va dans la rue, tout le monde marche là très, très sérieux. On voit que le peuple n'est pas content. Et nous-mêmes, on se sent restreint quand on a peur. On se sent restreint. Et vous avez peur de quoi? Eh bien, on a peur de le voisin on n'ose pas parler ce qu'on veut parler. Si on veut parler quelque chose, on doit chuchoter comme ça. Ce n'est pas agréable. Et après, quand on ne connaît pas les personnes, on ne sait pas à qui on parle. Je ne sais pas comment les pauvres gens qui vivaient avant, au jour le jour, enfin, qui ont l'habitude de vivre au jour le jour, comment ils peuvent... comment ils s'arrangent. Ça, je ne sais pas. Parce qu'il n'y a rien à acheter. Il n'y a rien à acheter. Très peu. La semaine passée, où on va pour les légumes, la semaine passée, 1 livre de pommes de terre et puis 5 bananes. Et encore pas toutes les semaines. Par personne? Par personne. C'est tout. Pas de légumes. Un peu de salade, mais elle n'est pas belle la salade. Mais on va le soir, maintenant comme avant la Révolution, on peut toujours s'amuser, non? Oui, mais la même chose, ce n'est plus la même ambiance. Du tout. On peut, oui, mais en général, on reste à la maison. Mais pourquoi? En quoi est-ce que l'ambiance est différente? Les personnes, la nouvelle, je ne veux pas dire la nouvelle génération, mais les nouveaux gens qui travaillent maintenant, c'est complètement... Des fois, je me demande d'où sortir, d'où viennent tout ce monde qu'on ne connaît pas. C'est une nouvelle société, évidemment. Une nouvelle société, voilà. La nouvelle société, on ne se sent pas à l'aise. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a, cette nouvelle société? Rien de spécial, mais on ne se sent plus chez soi. Rien de spécial, on ne se sent plus chez soi. La Havane a cessé d'être ce qu'elle était autrefois, une ville de plaisir. De cette époque, de l'époque américaine, il ne reste plus guère que les gratte-ciel et les hôtels de luxe, dans les piscines desquels les techniciens soviétiques ont remplacé les millionnaires de New York. Mais l'Amérique ne veut pas oublier Cuba. Ce bateau de guerre, depuis la limite des eaux territoriales, espionne la Havane. Mais si les Cubains continuent à soutenir la révolution, c'est parce que ceux-là vivent mieux qu'autrefois, c'est aussi parce qu'il y a moins de misère. Malgré les difficultés de tout ordre, d'ailleurs, la vie se poursuit.
Pour être moins raffinés, les cigares cubains restent toutefois les meilleurs du monde. Et si l'élégance des femmes souffre de la médiocrité des tissus importés de l'Est européen, un air de sensualité n'en continue pas moins à imprégner l'atmosphère dans les rues de La Havane. Le communisme cubain a décidément quelque chose de méridional et de bon enfant. C'est un communisme, a-t-on dit, qui allie la fougue hispanique à la torpeur africaine. Les slogans révolutionnaires « La patrie ou la mort, nous vaincrons » répondent aux néons des magasins, des restaurants, des clubs. Il est décidément surprenant de trouver dans la capitale d'un pays communiste ces boîtes de nuit qui évoquent la belle époque. Si l'on veut juger de la révolution cubaine, force est de rappeler qu'avant la victoire de Fidel Castro, 44% des gens n'avaient jamais été à l'école. Ces gosses, que nous avons trouvés dans l'école d'une coopérative agricole, chantant l'hymne du 26 juillet, en d'autres temps, auraient été condamnés à l'analphabétisme. Il faut tenir compte aussi de ce que les boursiers et les boursières, on les appelle là-bas les becados et les becadas, sont entièrement pris en charge par le gouvernement. Ils sont logés dans les villas abandonnées par les privilégiés, nourris par l'État, instruits dans ce qui fut les meilleurs lycées du pays. Que cet effort d'éducation se double d'une volonté d'endoctrinement, c'est l'évidence. Nous en avons eu la preuve lors d'une discussion avec les étudiants en lettres de l'université de La Havane. Mais aussi, sous Batista, jamais ils n'auraient pu rêver d'entrer un jour dans ces bâtiments. Nous leur avons à eux aussi posé la question « Que pensez-vous des réfugiés qui quittent maintenant Cuba ?» Je trouve vraiment que ceux qui s'en vont en ce moment sont des gens qui ne servent absolument à rien pour la révolution. C'est vraiment une classe qui n'est pas la bourgeoisie, c'est en général la petite bourgeoisie, ou les gens qui ne travaillent pas, les gens qui n'ont aucune activité. Et la plupart sont demandés par leur famille aux États-Unis. Mais en tout cas, ce que je pense, c'est difficile d'exprimer peut-être en quelques mots. Je crois que ce sont des gens que là-bas, comme ici, n'auront pas grand rôle à jouer socialement. Est-ce que vous ne pensez pas qu'avant la Révolution, la vie à Cuba était plus agréable? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas ça parce que dans ce moment, nous avons beaucoup de choses qu'avant nous. Du point de vue, comment dirais-je, du point de vue de commodité, peut-être, mais dans ce moment, nous vivons mieux qu'avant. Je ne sais pas si je m'explique. Pardon? On n'aurait pas fait une révolution si on avait vécu mieux avant la révolution qu'après, il n'aurait pas fallu une révolution. Quel est le métier de votre père, à vous, par exemple? Le docteur, mon père. Les docteurs? Docker. Ah, docker. Travail. Et évidemment, avant la Révolution, vous n'auriez pas pu faire d'études? Avant, non, surtout la primaire, mais pas des études à l'université. À la devanture des marchands de journaux, des revues soviétiques, chinoises, tchèques. Dans les librairies, la bibliothèque complète du marxiste-léniniste,
mais aussi Faulkner, Kafka, le nouveau roman français. Cela nous a donné envie de rencontrer le célèbre écrivain Aléro Carpentier. Nous lui avons demandé, peut-on dans la presse critiquer le régime? À cela, je répondrai que nous avons eu assez de mal à assurer l'essor de cette révolution, à vaincre des menaces de toute espèce, à vaincre des obstacles de toute espèce, pour tout de même situer un certain esprit négatif de cette révolution dans, nous pourrions dire, le sein de notre société, de notre vie actuelle. En ce moment, en réalité, nous ne souhaitons pas ce genre de critique. Il y a les Cubains qui restent, il y a aussi les Cubains qui partent. Qu'est-ce que vous pensez, vous-même, Aléro Carpentier, des Cubains qui vont se réfugier à l'étranger? D'abord, il y a un grand pourcentage, je crois, de méconnaissance des circonstances qu'ils vont trouver à l'étranger. Il est certain, en effet, que beaucoup partent vers des pays étrangers, principalement les États-Unis. C'est surtout les États-Unis, parce qu'il y en a en réalité très peu dans d'autres pays de l'Amérique du Sud ou de l'Europe, qui vont en la croyance qu'ils vont trouver là-bas un genre de vie semblable à celui qu'ils ont connu. C'était généralement des privilégiés avant la Révolution. La vérité, nous le savons maintenant, il n'y a qu'un tout petit pourcentage qui arrive à se caser et à mener une vie telle qu'ils l'ont souhaité. Généralement, c'est pour eux la grande déception et le désir du retour. C'était un secret pour personne que certains organismes officiels conservent des milliers de lettres de personnes voulant rentrer, voulant retourner. Pour rencontrer Fidel Castro, il nous a fallu monter jusqu'au sommet du pic Turquino, au cœur de cette Sierra Maestra qui vit naître et s'épanouir la révolution castriste. Pendant 5 jours, à la tête de 400 nouveaux agrégés en médecine, le Premier ministre venait de parcourir à pied de longues étapes dans la jungle montagneuse. C'était maintenant la cérémonie de distribution des diplômes. Libertad Carrera. Faut-il s'étonner de cette méthode de gouvernement? Si les pas de Fidel Castro le ramènent constamment vers la Sierra, c'est peut-être parce qu'il a la nostalgie d'un temps où les problèmes qu'il avait à résoudre étaient au fond très simples. Sur ce pic, à l'accès difficile, plusieurs centaines de paysans surgis d'on ne sait où étaient montés pour l'occasion. Visiblement, il tenait à entendre cet orateur de talent exalter une fois de plus l'esprit de la révolution née dans les montagnes et avivée par l'air des sommets. Contra toda esa porquería, contra toda esa basura, contra toda esa miseria, contra todo ese bandidismo, contra toda esa desfachatez insólita de los imperialistas. Y aquí, desde el pico Turquino, es bueno proclamarlo, porque el triunfo de la revolución no nos ha hecho más débiles. Los éxitos de la revolución no nos han hecho menos revolucionarios, sino que nos han hecho más revolucionarios. Y este ascenso al Turquino de nuestros estudiantes, de nuestros profesores, de todos nosotros, entraña un símbolo, y es el símbolo de que el espíritu que nos trajo a estas montañas, el espíritu que nos llevó a estas montañas, es hoy como ayer y será siempre
nuestro espíritu, el espíritu de nuestra revolución. ¡Patria, muerte! Combien sont-ils à Cuba qui, avec une égale conviction, chantent l'international? Les adversaires du régime disent qu'il y a dans le pays 95% de mécontents. Les partisans de Fidel Castro affirment que 95% des gens sont satisfaits. J'aimerais demander à Monsieur le Premier ministre pourquoi il a autorisé aux Cubains qu'il désire de quitter maintenant Cuba. Él pregunta, ¿para qué usted escogió ese momento para dejar salir a la gente que quieren salir de Cuba? No, pues siempre la política nuestra fue dejar salir. Pero desde la crisis de octubre se habían paralizado los vuelos. Bon, ils ont toujours pu sortir. La mesure n'est pas d'aujourd'hui. Enfin, mais les vols ont été paralysés après la crise d'octobre. Nosotros incluso habíamos preguntado reiteradas veces por qué no se restablecían los vuelos, porque había personas que tenían permiso para ir a Estados Unidos. Ils ont demandé aux États-Unis plusieurs fois pourquoi les vols ne reprenaient pas de la part des Américains, parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient leur permis pour sortir. Entonces, el momento fue escogido en consideración que habían pasado ya como 3 años, y se hacía una propaganda fuerte de que Cuba no, con el caso de la gente que salía clandestinamente. Comme il n'y avait pas seulement de propagande de que les gens devaient sortir clandestinement, ils ont jugé nécessaire. Y entonces nos pareció que el planteamiento hecho en esa forma iba a ser muy difícil de soslayar. Alors ils se sont rendus compte que s'ils jouaient comme ça les cartes sur table, ça serait très difficile pour les Américains de faire marche arrière ou de tergiverser. No había ninguna razón especial. Mais il n'y avait pas d'autre raison spéciale. Mais est-ce que le Premier ministre ne craint pas que ces Cubains qui vont quitter Cuba ne vont grossir les rangs des anticastristes, des contre-révolutionnaires et faire peser une menace nouvelle sur Cuba? Usted no tiene miedo de que estos contrarrevolucionarios que ahora van a vivir en los Estados Unidos van a aumentar ese contingente de gusanos que ya viven en Estados Unidos y que pueden ser armados para hacer otra vez una expédition? Bueno, en primer lugar disminuyen el de los que viven en Cuba. Bon, en premier lieu, ils pensent qu'avant qu'ils augmentent ceux qui vivent aux États-Unis, ils diminuent. En segundo lugar, alguna gente se va porque tiene la familia ya hace tiempo y la familia no puede regresar. ¿O no? Beaucoup s'en vont parce que leur famille vit aux États-Unis et qu'ils veulent se réunir avec leur famille. No todos son contrarrevolucionarios. Et tous ne sont pas des contre-révolutionnaires actifs. En tercer lugar, algún día querrán venir a Cuba, pero no como invasores, sino... Bon, si un jour ils veulent revenir à Cuba, mais pas comme invaseurs, sinon comme touristes, ils seront les bienvenus. Así que no tenemos ninguna preocupación. Mais est-ce que le Premier ministre ne pense pas que ce serait l'occasion peut-être d'amorcer une sorte de détente avec les États-Unis? Usted no piensa que sería la ocasión de empezar un mejoramiento de relaciones con los Estados Unidos? No veo por qué. No, il ne voit pas la raison. Y además los hechos están demostrando que no. Les derniers faits montrent que les Américains ne sont pas intéressés non plus. Ayer mismo hicieron un ataque pirata. Hier, il y a eu disparando contra la casa del presidente que está a la orilla. La maison du président. Quelles sont les réalisations dont Fidel Castro est le plus fier depuis qu'il a pris le pouvoir? Ayer estábamos en lugares históricos de la Sierra Maestra. Él pregunta cuál es el mayor, la realización que le da mayor orgullo a ustedes cuando ustedes, los revolucionarios, miran el labor hecho desde el principio de la revolución. ¿Cuál es la cosa más importante? La educación. Essentiellement. Sin discussion. Et dans quel domaine va-t-il maintenant porter son effort? Qu'est-ce qui reste à faire à Cuba? ¿Cuáles son las cosas que todavía hay que hacer? Hay muchos problemas que resolver porque somos un país subdesarrollado.
C'est un pays sous-développé, il y a énormément de problèmes à Ahora lo más résoudre. inmediato es el desarrollo de la agricultura. Le développement de l'agriculture et Para la tâche satisfacción de plus nuestra necesidad interna de alimentos, de ropa, de zapatos, pour les nécessités intérieures d'aliments, de vêtements, para de incrementar souliers, nuestras exportaciones. pour augmenter leurs exportations. Esa es la primera tarea inmediata. C'est le prochain but immédiat. Nosotros tenemos que partir de la agricultura para nuestro desarrollo económico. L'agriculture va être le fondement, le pivot du Mire, développement nosotros tenemos économique mucho sol de todo el la- año. Ils ont beaucoup de soleil toute l'année. Esa es la fuente de energía más importante que tiene este país. C'est la source d'énergie la plus importante. Nosotros dans le pays. convertimos la energía solar en carbohidratos, Il transforme en le protéines, rayon du soleil en en protéines, alimentos, en ropa, en zapatos, en todo. en tout. J'aimerais poser une dernière question. Se puede producir. Dans, La le ultima conflit, pregunta. dans le conflit sino-soviétique, le Parti communiste cubain, lui, se situe dans quel camp? Son pregunta cada vez más A ver, insidiosa. dígala, ¿eh? En el La respuesta mía también lo será. En el conflicto sino-soviético, el Partido Comunista Cubano, ¿cuál Esos posición problemas nosotros tiene? los discutimos entre los partidos, no los discutimos en la prensa. Ces problèmes, ils les discutent eux-mêmes entre partis, mais pas avec la presse. Eso es escandaloso, no vamos a Ça discutir serait, esa ça cosa. serait scandaleux. Los trapos sucios no podemos sacarlos. Le linge sale se lave en famille.